Bonjour Anne-Charlène Bézina, merci beaucoup. Merci Anne-Charlène d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et à Sciences Po Paris. Et vous avez écrit ce livre, on va le voir, cette constitution qui nous protège. C'est chez XO Éditions. Alors, un livre plus que jamais d'actualité. Si les Français qui s'inquiètent et qui veulent avoir des réponses à leurs questions, il faut absolument qu'ils lisent ce livre. Et Anne-Charlène, vous allez évidemment nous aider. Alors, tout est prévu dans la Constitution. Est-ce qu'elle nous protège de ce qu'on est en train de vivre, de cette période inédite? On a beaucoup entendu dire on est dans un saut vers l'inconnu. Est-ce qu'elle nous protège de ça, la Constitution? Alors pour le coup, oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, l'article 47 de la Constitution, qui est la nouvelle star du moment, en matière financière, nous propose beaucoup d'options de crise. Michel Debré, d'ailleurs, dans une conférence de presse en 62 sur la première motion de censure, dit « Heureusement, finalement, qu'on a été aussi prévoyant en matière financière, en matière de renversement, etc. » Parce qu'on a eu, évidemment, l'expérience de la 4e République où les gouvernements se succédaient à la vitesse des éphémères. Et l'article 47 nous dit, voilà, il y aura des recettes pour l'État, quoi qu'il arrive, en quelque sorte, jusqu'au 1er janvier. Donc ça, c'est vraiment l'un des éléments de protection, je pense, majeurs dans cette période-là. C'est qu'on pourra rouler, en quelque sorte, même dans une période très contrariée. Néanmoins, est-ce qu'elle nous protège des partis politiques qui l'appliquent? Malheureusement, ça n'est pas son office. Et c'est vrai que souvent, j'entends l'idée que cette crise politique pourrait être une crise institutionnelle. On peut toujours changer les institutions. On l'a beaucoup fait. On est un peuple de constitution et de révision constitutionnelle. Néanmoins, même la dose de proportionnel, ces éléments dont on nous parle supposent quand même une forme d'apaisement en termes parlementaires, un très fort système partisan, une structuration de l'Assemblée. Et on voit bien, malgré ce renversement tout récent, que nos partis politiques ne sont encore pas prêts à ce qu'on a pu appeler cette culture du compromis, mais qui apparaît finalement comme un concept venu de l'étranger, mais qui consiste tout simplement à essayer de se dire qu'il y a un intérêt supérieur de la nation, c'est une notion constitutionnelle d'ailleurs, un intérêt supérieur de la nation sur lequel parfois certaines urgences mériteraient d'être plus consensuelles. Mais on a le sentiment finalement que on parle de blocs presque irréconciliables sur leurs orientations. Donc en fait, c'est pas un problème de constitution, c'est pas un problème d'institution, c'est un problème de culture politique dans notre pays. Donc la solution, elle vient des partis politiques, des hommes politiques. Alors oui, je le crois profondément, notamment parce que la motion de censure, elle est dans la Constitution. Et en réalité, il n'y a pas tellement de limitation du nombre d'usages. Donc on pourrait tout à fait imaginer, même si on est dans ce qu'on appelle un régime parlementaire rationalisé, où justement le gouvernement récupère quand même des éléments pour discipliner sa majorité, en réalité, les oppositions peuvent ainsi renverser 6 gouvernements par an, si Ça, c'est important, parce que la dissolution, c'est une fois qu'il y en a un an, c'est un an plus tard. Les motions de censure, c'est illimité. Alors, il y a une petite subtilité, c'est qu'on ne peut avoir un même signataire que 3 fois sur une même session ordinaire. C'est-à-dire, en fait, pour être en termes de planning, ça fait septembre-juin, sur lequel vous pouvez avoir 3 motions de censure signées par le même député. Alors, certains grands groupes peuvent se permettre de diversifier les signatures de députés, mais c'est vrai que, par exemple, on pense au groupe de gauche, tous les signataires devant être présents. Là, il y en a déjà une, celle de septembre, qui serait décomptée. Celles des articles 49 alinéa 3 ne font pas partie de ce décompte. Donc s'il y a des articles 49.3, on rajoute au nombre de 3, ainsi de suite. Donc celle d'avant-hier, elle compte pas? Celle d'avant-hier ne compte pas. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que ça peut très vite être... on peut être shooté, en quelque sorte, à cette motion de censure, parce que dès qu'il y a un désaccord, eh bien, c'est ce qui se passait sous la 4e République. On avait installé la pratique de la double investiture. C'est-à-dire, allez, ce Premier ministre d'accord, mais la composition de son gouvernement, non. Ou alors, le Premier ministre d'accord, mais son programme, non. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Michel Barnier. C'est-à-dire que finalement, sur son investiture, il a à peu près eu un consensus négatif, mais sur la première mesure de son programme, parce qu'il faut être honnête, c'est la seule chose qui a pu être votée, et qui n'a pas pu être votée, justement, ce budget, eh bien, lui a coûté la tête. Donc, on revient un peu à cette culture de la motion de censure sur laquelle il faut être quand même relativement prudent, parce que non seulement l'instabilité qu'elle installe coûte à la continuité, on l'a vu, des dossiers, à la continuité d'une politique d'État à laquelle les Français tiennent finalement, parce que s'opposer ou ne pas être en accord avec un président qu'on a élu, ça se fait, mais les Français étaient très attachés à l'idée qu'on puisse au moins avoir des résultats. Et il y a de plus en plus dans le pays des revendications d'efficience et d'efficacité qui
avec cette période-là, peuvent tout à fait les amener à se sentir complètement à côté de ce qui se passe. Mais alors, question peut-être un peu naïve, Anne-Charlène, mais quel est l'intérêt de multiplier les motions de censure quand on a un président de la République qui dit qu'il ne démissionnera pas et quand on a une Assemblée nationale qui ne peut pas être dissoute? Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est ça la question de la motion de censure d'hier. C'est que finalement, on sait que c'est une motion de censure qui n'arrivera pas à faire bouger l'Assemblée, qui n'arrivera pas à faire bouger la deuxième tête de l'exécutif. Donc au fond, quelle est son effectivité profonde? On change les hommes. Et encore avec une profonde capacité de reconduction. C'est-à-dire qu'on se doute bien que dans les ministères, les noms ne sont pas non plus inépuisables. Et de ce fait, on en revient aux errements de nos anciennes républiques où le personnel politique renversé changeait en réalité assez peu. C'était une vraie continuité des hommes. Donc, je ne sais pas vraiment quelle est l'utilité de tout ça. À mon sens, il y a quand même quelque chose de l'ordre du désir de renversement, c'est-à-dire vraiment quelque chose de presque profondément psychologique, c'est-à-dire l'opposition va jusqu'à décider de la mort d'un de ses organes et les oppositions, notamment par rapport à leur base, se sentent parfois comptables d'un désir d'aller plus loin, de dire non seulement on s'oppose, mais en plus on veut la tête d'eux. Et je crois que ça, c'est un cycle assez pernicieux parce que, en effet, jusqu'à juin prochain, on peut multiplier les motions de censure sans que ça ne change vraiment grand-chose parce que ce nouveau Premier ministre, quelle est la nouvelle majorité sur laquelle il va s'asseoir? On voit que l'alliage le plus lourd en termes numériques, qui était celui de Michel Barnier, n'a pas fonctionné. Donc, quelle est l'alternative? C'est quand même dans ça que nous sommes rentrés. Ouais. Et alors, c'est toute la question. Est-ce qu'avec son allocution hier soir d'une dizaine de minutes, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron a repris la main? Alors, repris la main, c'est difficile, étant donné que on est clairement dans un moment présidentiel. Le choix du Premier ministre, le choix du gouvernement, c'est un moment présidentiel, c'est l'article 8. On sent l'espace d'une vraie liberté, puisqu'il n'y a pas de choix de parti qui le lie, il n'y a pas de choix de nom. Néanmoins, dans l'allocution d'hier, on voit bien que finalement, le message essentiel était pour lui de parler de sa place, je pense. Et de dire, voilà, le cap, pour moi, est de 30 mois, je ne sais plus exactement. Il a répété 30 mois à peu près 5-6 fois. C'est ça, c'est-à-dire une manière pour lui de s'inscrire dans un temps long et de rappeler la stabilité à laquelle il tient, et notamment, plusieurs fois, des allusions masquées à l'article 5 que j'ai identifié, et qui consiste à parler de l'indépendance de la nation, de la continuité de l'État, qui sont évidemment dans son rôle. Donc je crois qu'il a été dans son rôle, c'est-à-dire rappeler quelques moments nationaux auxquels il est tenu, mais au fond, un président, même très libre, quand un Premier ministre n'est pas soutenu par son Assemblée nationale, ne peut pas obtenir la stabilité institutionnelle à laquelle le président s'est engagé. Donc, sans travailler main dans la main avec les parlementaires, le président ne pourra pas grand-chose. Et ça veut dire que là, pour qu'on soit bien clair pour les gens qui nous écoutent, si hier soir il n'a pas annoncé le nom de Premier ministre, il peut prendre le temps qu'il veut pour annoncer le nom de ce Premier ministre? Alors, constitutionnellement, il n'y a évidemment pas de délai. Donc ça, c'est important de le dire. C'est une situation inédite, on est quand même sans budget à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on nous dit qu'on a des mécanismes spéciaux, on l'a dit, la Constitution en prévoit, mais on ne les a jamais utilisés. Donc on est complètement dans une terre d'innovation constitutionnelle et procédurale et budgétaire, et toutes ces innovations-là ne sont pas de nature à nous rassurer. Donc je ne suis pas sûre que l'espace que peut utiliser le président de la République soit utilisé ici pendant 3 à 6 mois. Mais c'est vrai que les régimes parlementaires où les coalitions ne sont pas naturelles, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, etc., prennent souvent des mois avant de composer de nouveaux assemblages. Donc ça ne serait pas complètement tabou, en réalité, dans ce temps, que le président prenne le temps d'à nouveau consulter, de tenter des espaces, des pistes peut-être même programmatiques pour voir qui pourrait composer un gouvernement plus consensuel. Il y a quand même eu des indications que j'ai trouvées précieuses hier soir. Un gouvernement dit d'intérêt général. Alors ça, c'est un nouveau concept constitutionnel. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, naïvement, on se dit en même temps, quel gouvernement n'est pas un gouvernement d'intérêt général? C'est ça, c'est surtout que le gouvernement d'intérêt général, pour moi, ça fait appel à ce gouvernement d'unité nationale, un petit peu ces sursauts républicains, vous savez, qui ont émaillé notre vie politique sous la 3e et la 4e. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment aller largement choisir dans l'hémicycle un peu des représentants de différentes sensibilités. Et puis, qui dit intérêt général, ou en tout cas urgence nationale, comme on l'entend souvent, dit aussi programme d'intérêt général. Et donc, il faut aller
trouver les mesures qui sont capables de faire du consensus. On nous dit souvent, pourquoi on n'aurait pas une culture à l'allemande? Les Allemands, les Autrichiens, etc. font souvent les choses dans le sens inverse. On trouve d'abord le programme et ensuite les hommes. Je crois qu'on n'a pas le temps de faire ça, mais ça serait intéressant qu'on y vienne quand même. Il a aussi dit un gouvernement resserré. Alors là, vous me dites si je me trompe, mais gouvernement resserré, ça a été évoqué plein de fois et au final, il n'est jamais très très resserré, le gouvernement. En réalité, c'est la vieille ancienne de la Ve République. Déjà, Georges Pompidou disait mon gouvernement sera resserré. On était à 44 ministres. Bon, donc, je crois néanmoins qu'avec la nouvelle donne, on risque de vivre une petite cure d'amaigrissement des gouvernements parce que c'est plus difficile maintenant d'aller chercher du monde. Chaque nom est potentiellement un irritant avec cette nouvelle double investiture. Et donc, je pense que le gouvernement resserré peut être en effet une bonne idée pour essayer de sortir de cette logique de la personnalisation qui peut gêner une assemblée aussi éruptive que celle que nous avons. J'ajoute que le seul ministre qui a une existence constitutionnelle, c'est le ministre de la Justice. Donc on n'est même pas obligé d'avoir un ministre de l'Intérieur dans la Constitution. Donc vous voyez à quel point c'est beaucoup Mais ministre de la Justice, oui. Ah oui, c'est le seul qui est dans l'article 65 parce qu'il est le garant de l'indépendance de la justice, donc il mérite d'être là. Vous me direz tous les autres aussi, mais c'est vrai qu'on a pris une habitude quand même de politiser beaucoup les gouvernements avec des appellations un peu clinquantes. Mais n'oublions pas que le gouvernement, c'est une équipe qui doit surtout être sur le terrain, diriger des administrations, être en relation avec son Parlement. Donc ça suppose peut-être d'avoir aussi du régalien, on l'a dit, donc des ministères resserrés, plus efficaces. Et là, on pourrait trouver peut-être plus de consensus. Ouais. Et là aussi, c'est politiquement compliqué parce qu'à chaque fois qu'on change l'intitulé d'un ministère, ça suscite des débats sur tel secteur qui dit pourquoi moi j'ai pas mon ministre. Voilà, ça peut être aussi un gouvernement resserré, c'est aussi compliqué pour ça. Un gouvernement resserré, c'est devenu surtout inhabituel. Et ce qui est inhabituel angoisse. Donc, en effet, vous avez raison, il y a beaucoup de secteurs qui vont être en demande d'interlocuteurs. Mais j'ajoute que c'est pas tant, à mon avis, le nombre d'interlocuteurs qui changera que leur pérennité. Le fait que des dossiers puissent être tenus. C'est à ça qu'il faut penser. Quand on a les rédacteurs de la Ve République au départ qui se réunissent, il faut le redire, hein, c'est une constitution qui a été faite en un été. De juin à septembre, on obtient une constitution qui a réussi la plus grande longévité de notre histoire constitutionnelle avec la Troisième République. Qu'est-ce qu'ils se disent? On doit pouvoir avoir des caps, on doit pouvoir lancer des plans. Et aujourd'hui, moi, ce que je crains, c'est que quand bien même on arrive à trouver une culture de consensus dont on a vu qu'elle était quand même mal partie, où elle est la capacité de réforme, où on va pouvoir imposer un budget plus austéritaire si on n'a même pas une base commune qui tient. Comment on peut tenir tête à des oppositions quand on n'a pas soi-même de certitude de sa fiabilité? Que les oppositions peuvent-elles construire quelque chose si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord avec un groupe majoritaire? C'est tout ça qu'il va falloir se poser comme question et les échéances sont rapides. Ouais. On y vient dans quelques secondes, mais juste une dernière question sur l'architecture du gouvernement. Est-ce qu'il peut renommer des ministres qui étaient déjà dans le gouvernement Barnier ou qui dit gouvernement censuré, dit impossibilité pour les ministres de rester? Non, bien sûr, il peut renommer. Il y aura sûrement, évidemment, continuité. Alors, peut-être pas forcément de beaucoup de noms, mais oui, on peut tout à fait l'imaginer constitutionnellement et politiquement. Dans notre pratique de la 5e, ça a déjà été le cas. Alors, on va parler de cet accord de non-censure, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu nouveau, ça, dans le vocabulaire de notre pays. Est-ce que c'est déjà arrivé, d'abord, un accord de non-censure? Non, pas vraiment, pas sous cette mouture-là, ou alors on parle parfois d'accord de non-motion. C'est nouveau, mais ça va un peu avec cette culture, c'est-à-dire que c'est un peu le parent pauvre de la coalition, c'est-à-dire que vous pouvez au moins obtenir le fait que plusieurs groupes s'engagent à ne pas être contre vous. Et c'est une posture minimale, mais qui aurait pu, par exemple, être plus j'ai envie de dire, nourrissante pour la posture de Michel Barnier. Parce que finalement, se préoccuper de ça en amont, ça me semble être en tout cas une piste intéressante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie finalement que vous avez au moins un accord de retrait, d'abstention et pas forcément de rejet de vos politiques. Sur le budget, si on n'avait pas été obligé d'en arriver au 49 alinéa 3, j'entends beaucoup de responsables politiques des bords opposés, notamment à gauche, dire on ne pouvait pas accepter ce budget. Mais en réalité, on n'est pas obligé de renverser un gouvernement pour ne pas accepter un budget. Il y a 3 étages. On peut s'abstenir, on peut voter contre et on peut censurer. Et donc, en quelque sorte, quand on me dit que la censure était la seule issue, c'est vrai, avec l'article 49 alinéa 3, mais on aurait pu aussi ne pas en arriver à le voter, cet article 49 alinéa 3, en ayant, de la part des oppositions, précisément une idée de la non-motion, c'est-à-dire on vote contre, on s'abstient, mais on ne renverse pas. Et ça, c'est vrai qu'on voit bien que ça va un peu hiérarchiser les priorités de notre Parlement. Mais est-ce qu'il aurait pu ne pas le déclencher, Michel Barnier, ce 49.3 ? Qu'est-ce qui se serait passé ?
Alors, qu'est-ce qui se serait passé? Un peu la même chose qu'aujourd'hui, en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le délai de 70 jours est dépassé, pour nous, notre Constitution considère qu'on n'a pas de budget. Ou alors, au moins, on pourrait le prendre par ordonnance si le Parlement ne s'était pas prononcé. Mais s'il y a eu un rejet, eh bien, on ne peut plus y recourir. Donc, on serait un peu dans la procédure de la loi spéciale. Je pense qu'il a voulu éviter précisément ce caractère un peu urgence, innovation dans lequel on va rentrer. Néanmoins, mais il savait qu'il y aurait une censure. Du coup, pourquoi il a utilisé le 49.3 ? Au fond, c'était un peu reculer pour mieux sauter, puisque par ordonnance, les groupes d'opposition avaient fait savoir qu'ils allaient voter une motion de censure d'un autre niveau. En allant vers la loi spéciale, ils se seraient maintenus, mais le gouvernement aurait été obligé de recourir à la loi spéciale. Et sur la loi spéciale, il pouvait aussi y avoir une nouvelle motion de censure. Donc, on sentait en fait qu'il était un peu dans une seringue. Et que le jeu des oppositions avait été, à mon sens, peut-être trop déjà cristallisé autour de l'idée du renversement pour qu'il revienne en arrière et pour que les oppositions aussi reviennent en arrière. Mais ce scénario d'un rejet de texte, à mon avis, c'est peut-être aussi l'avenir des oppositions constructives. C'est-à-dire, on ne veut pas accoler nos noms à tel projet, mais pas nécessairement en arriver au renversement. C'est peut-être l'avenir parlementaire qui se joue à cette différence près. Alors, l'accord de non-censure, qui pourrait en être le moteur ? Alors précisément, on l'a bien vu quand même dans le discours présidentiel hier, avec une certaine âpreté d'ailleurs quand il nous dit un front anti-républicain. On voit bien qu'il y a eu une forme de ressentiment, je pense, de la part du président et de Michel Barnier à voir le groupe PS s'associer aux voix de la motion de censure. Ça a vraiment été le groupe le plus critiqué depuis lors, notamment parce que c'est cette posture du parti de gouvernement qui est en jeu aujourd'hui. Ce qui vaut aussi, à mon avis, pour le Rassemblement national, parce que la fameuse stratégie de la cravate a été quand même très, très rapidement abandonnée. Mais le Parti socialiste est évidemment visé, parce que c'est vrai que c'est lui qui a peut-être la plus grande capacité à être une opposition d'un style différent. Et donc on se demande... Alors, évidemment, on pourrait demander une inspiration de la Chambre sénatoriale plus souvent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puisque c'est vrai que, par exemple, on voit bien ici que des groupes contraires arrivent à se mettre d'accord ou à au moins s'engager dans une voie de refus, etc. Et le groupe Parti socialiste ici le prouve très souvent en étant dans une opposition qui reste ce qu'ils appellent républicaine, c'est-à-dire participer à des accords, etc. Je crois que l'optique du nouvel alliage, c'est de se dire il faudra qu'on compte au moins sur cette aile gauche de manière négative et qu'il y a une forme de séduction qui est en train d'essayer de se passer de ce côté-là parce que précisément il y a eu une trahison du côté du bloc Rassemblement national. Donc l'idée de la posture de gouvernement, l'idée d'avoir un ancien président de la République dans les rangs de ce groupe-là, à mon sens, est le levier sur lequel le président et le Premier ministre essaient de jouer. Mais est-ce que l'accord de non-censure, il implique implosion du nouveau Front populaire et rupture entre les socialistes et LFI? Alors, c'est toute l'ambiguïté, à mon sens, du discours dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous savez, sous la 4e République, on avait l'habitude des motions de censure, mais on disait qu'elles avaient un effet, et quand vous prenez l'histoire, même sous la 3e, vous pouvez regarder ça, un effet de clarification, j'ai envie de reprendre le terme présidentiel, c'est-à-dire que en fonction des alliances de ceux qui s'étaient abstenus, on voyait le cap qu'allait prendre la nouvelle Assemblée et la politique qui allait donc être suivie. Là, peut-être que cette motion de censure, alors l'été a fait un petit peu imploser l'idée d'un Premier ministre venu des rangs du nouveau Front populaire par rapport à sa capacité numérique très faible. Peut-être que décembre peut être aussi l'occasion de voir comment ce nouveau Front populaire va permettre une nouvelle gouvernance. Est-ce qu'on va pouvoir le garder? Est-ce que ça ne va rester qu'une alliance électorale, mais que au niveau parlementaire, le PS se désolidarisera? Je crois qu'il y a quand même, de la part du PS, vraiment un sentiment d'être entre le marteau et l'enclume, parce que je crois que la culture parlementaire et de gouvernement existe profondément dans ce groupe-là, dans certains de ses membres. Il n'y a qu'à voir notamment le travail qui avait été fait, ça va paraître un peu technique, mais je trouve ça important de l'évoquer, dans les dernières heures de la motion de censure, le groupe PS avait envisagé une motion de rejet, c'est-à-dire la capacité peut-être à rejeter le texte sans recourir à l'article 49 alinéa 3 pour en quelque sorte permettre au gouvernement d'avoir un petit peu de temps pour concéder du compromis. Ça, c'est vraiment quelque chose de constructif. Ça, c'est une culture parlementaire et de compromis. Et donc, vous voyez, finalement, ce réflexe-là, alors pour le coup sur lequel le groupe France Insoumise n'était pas nécessairement en ligne, mais on voit bien qu'il y a du réflexe parlementaire qui existe dans ce groupe-là. Donc,
il y a quelque chose à travailler, en effet, clairement là-dessus, qui est capable de faire imploser le nouveau Front populaire. Il y a un autre débat aussi sur le périmètre de cet accord de non-censure, c'est est-ce qu'il doit y avoir les Républicains ou non. La gauche dit ça doit comporter le Front républicain, donc pas les Républicains, la droite républicaine, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Est-ce que cet accord de non-censure, il est tenable sans les Républicains qui sont majoritaires ici au Sénat ? C'est difficile de savoir qu'est-ce que ça implique, cet accord de non-censure, et le périmètre. Oui, moi je crois qu'en fait, pour que ça fonctionne, le périmètre d'un accord de non-censure, il mérite d'être élargi. Clairement, à partir du moment, ça a été, à mon avis, le grand contentieux autour de la notion d'arc républicain. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que cette notion est devenue un diaphragme. Parfois on y va, parfois on n'y va pas. Et il ne faudrait pas que ça soit la même chose avec l'accord de non-motion, il faut qu'on garde de la clarté. Sur le budget, puisque ça évidemment ça inquiète les Français, et notamment cette loi spéciale dont on ne sait pas très bien ce qu'elle pourrait contenir. Et là, vous allez nous aider. Il y a notamment un débat autour de la question de l'impôt. Est-ce que les impôts vont augmenter ou pas ? Est-ce que la loi spéciale peut permettre l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation ? Alors moi, je ne le crois pas par philosophie. C'est-à-dire que quand on se replonge dans les textes de cette urgence-là, les travaux, notamment des gens qui l'ont écrit, prouvent que l'idée est d'en revenir à une situation avant budget. Donc l'idée, normalement, est de reprendre, c'est l'article 45 de la LOLF qui dit les charges et les produits tels qu'ils ont été votés en dernière loi de finances. Donc, il n'y a pas tellement de subtilité, c'est 2024 qui va s'appliquer à fin 2024 et à début 2025. Donc, il n'y a pas d'amendement possible, que ça se passe. Reconduit le budget 2024. Alors, clairement, le droit d'amendement étant un droit constitutionnel, oui, il existe. Mais la seule loi spéciale qu'on a eue en 79, elle comporte un article unique avec marqué le gouvernement a le droit de percevoir les impôts. Donc, ça laisse de la marge et à la fois, c'est quand même très restreint. Et je ne vois pas comment le gouvernement pourrait changer les chiffres sans finalement revenir un peu sur cette idée de reconduire. Parce que c'est vraiment ça la loi spéciale. C'est François Gauguel qui écrivait au sujet de la loi spéciale de 79 disait c'est un pont entre le budget non adopté et le budget qui va être adopté en 2025. Donc, en fait, la loi spéciale, c'est ça, c'est juste un sparadrap sur une jambe de bois et on va soigner ensuite. Donc, normalement, il n'y a pas vraiment de travail là-dessus. Sauf si c'est le gouvernement qui le décide, peut-être eu égard à la situation d'urgence dans laquelle on est. Il pourrait y avoir un revirement de la sorte qui ne m'étonnerait pas, mais ça ne pourra pas venir du Parlement, déjà parce que c'est trop coûteux pour les finances publiques, on a un article 40 qui interdit cela. Je vois mal pourquoi le gouvernement aurait ce sursaut, étant donné que c'est vraiment une situation qui est censée durer maximum sur le mois de janvier. Mais voilà, la philosophie serait plutôt de ne pas y revenir. Cette loi spéciale, il faut attendre qu'il y ait un nouveau gouvernement pour qu'elle soit examinée, ou est-ce que le gouvernement démissionnaire peut faire passer cette loi spéciale ? Alors, c'est un contentieux qu'ont eu à se poser les plus hautes institutions juridiques de l'État. À mon sens, ça n'est pas un problème qu'un Premier ministre démissionnaire vienne défendre une loi spéciale. Pourquoi ? Parce que dans les deux seules que l'on a eues, et notamment celle de 79, on a le Conseil constitutionnel qui nous rappelle très fort ce principe de continuité de la vie nationale, continuité du fonctionnement de l'État. Et ça, c'est la tâche, justement, des ministres démissionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont là de manière fantomatique que pour assurer cette continuité de l'État. Donc s'il faut prendre une loi d'urgence, précisément, c'est normalement dans la compétence d'un gouvernement démissionnaire. Une dernière question, Anne-Charlène, puisqu'il y a un autre débat, notamment initié par la France Insoumise, sur la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que la démission d'Emmanuel Macron est vraiment une solution à la crise ? Alors, tout dépend aussi du timing dans lequel on parle. Aujourd'hui, je ne vois même pas comment on peut considérer que c'est une solution politique, étant donné que changer la tête de l'exécutif présidentiel dans un régime où le Parlement va mal, c'est déjà très mal comprendre la donne, puisque ce sont les premiers ministres qui jouent leur tête sur les motions de censure et on ne peut pas changer, j'entends beaucoup de choses là-dessus, on ne peut pas changer la situation de l'Assemblée nationale. Le président l'a rappelé dans son allocution avant juin de cette année. Donc on reste dans 6 mois où il ne se passera rien. Est-ce qu'après dissolution, une démission du président de la République pourrait changer les choses ? Je ne le crois pas, profondément, notamment parce que déjà, il a un mandat et je pense que c'est utile d'aller au bout de ce mandat, de rappeler la légitimité démocratique de l'urne, parce que sans ça, on commence une déstabilisation qui peut être très lourde pour les institutions et pour le vivre ensemble. C'est important d'y revenir à l'élection. Et puis surtout parce que cette démission, elle va entraîner peut-être encore une nouvelle fracturation, parce que ce qu'il faut voir, c'est que même avec une nouvelle dissolution de juin, la tripartition que nous vivons, elle est tout à fait susceptible de se répéter. Elle a l'air d'être très socialement, sociologiquement ancrée. Peut-être qu'il faudrait tout simplement se faire à l'idée que c'est la nouvelle donne.
Merci Anne-Charlène, merci beaucoup pour votre éclairage. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à lire votre livre parce que dans cette période de l'article 47. Et dans cette période qu'on vit, c'est précieux pour tout comprendre de ce qui est en train de se passer. On le rappelle, cette constitution qui nous protège, c'est chez XO Éditions. Merci beaucoup Anne-Charlène. Et à très vite. On va évidemment continuer à parler des suites de cette censure tout de suite dans le club.